Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traite de l'offre sportive pour les U22. Nous profitons de cette vidéo pour vous souhaiter à tous une excellente rentrée, à la fois dans les clubs et sur les terrains, en espérant que vous avez passé de très bons congés. Alors dans un premier temps, on va revenir sur l'historique des U22, essayer de comprendre la situation dans laquelle on est. Il faut savoir que la World Skate a changé l'année des juniors, avec un passage de U20 en U19 il y a quelques années de ça, avec l'ambition pour la World Skate, c'était d'inscrire de plus en plus d'équipes aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Il faut savoir que la catégorie des Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est le U19 du CIO. Donc la World Skate prend cette décision avec l'idée d'inscrire, de pouvoir proposer plus de disciplines pour les Youth Olympic Games. Du coup, en France, la décision qui a été prise, c'est de créer une U19, mais également une catégorie 22, car à l'époque, on se trouvait que le passage du U19 en senior était jugé assez difficile. On a donc créé une compétition U22. Après un an, on constate que les clubs engagent des équipes en U22, mais les joueurs en fait s'entraînent dans d'autres catégories que la catégorie U22. Il n'y a pas tellement de créneaux d'entraînement dédiés pour les U22 dans les clubs. Finalement, les équipes, c'est des regroupements de joueurs qui s'entraînent soit en U19, soit déjà avec les seniors. Du coup, dans les clubs, le U22, c'est pas une catégorie à part entière. Fort de ce constat, la DTN nous recommande d'arrêter le U22 et de faire en sorte que le U19 devienne U20. C'est ce que la commission a suivi. Et, et également, la commission décide que le U20 devienne le dernier championnat jeunesse. Par ailleurs, on décide de proposer une offre pour les U22, mais qui soit adaptée à la fois à ce contexte et à la fois aux besoins de cette génération de jeunes. Alors, les attentes de la catégorie U22, ben, c'est d'abord une génération qui est en quête de marqueur identitaire. Donc, c'est une génération qui a envie de rester ensemble et, euh, et de s'exprimer en tant que tel. Donc, ben, pour ça, il faut leur permettre à cette génération de s'exprimer dans une offre qui est adaptée à leurs besoins et puis de leur permettre de travailler via une offre sportive adaptée, le leadership, la possibilité de prendre des risques pour leur permettre de gagner en expérience. Et donc pour ça, il faut leur amener et leur proposer du temps de jeu, ce qui n'est pas toujours proposé en senior. Et la finalité, c'est quand même de parfaire une formation et de leur permettre de gagner en confiance. Par rapport à tout ça, du coup, on prend une décision en commission qui est de créer une ligue euh, pour les U22, donc qu'on a appelée la FR22 League, mais qui se lira Free League. Voilà, la Free League, c'est la volonté de créer une offre sportive dédiée pour les U22, qui soit différente des championnats de France qu'on peut rencontrer la partie jeunesse, différente des ligues, Ligue Elite, la N1, la N2 qu'on va trouver chez les seniors, quelque chose de singulier dédié à cette catégorie-là. La Free League, elle s'adresse aux joueurs U22, U21, U20 et U19 en surclassement et U18 en double surclassement. Les joueurs principalement ciblés sont les jeunes donc, qui évoluent en N2, N3, ainsi que les joueurs U19, U20. Les joueurs élites N1 peuvent participer, mais il faut savoir une chose, c'est que dans le calendrier des compétitions, on a réservé 4 week-ends pour la Free League dans toute la saison. Et pour ces week-ends de Free League, nous n'avons positionné aucun match de championnat de N2 et de N3, ce qui permet aux joueurs de ces catégories d'âge en N2 et N3 de se libérer et d'être sans contrainte. Pour l'élite et la N1, il y aura des matchs élite N1 pendant la Free League. Donc là, les joueurs peuvent soit venir jouer la Free League, se rendre disponible pour leur match élite N1 le samedi soir et revenir à la Free League le dimanche, sachant qu'aucun quota de restriction de participation à des compétitions ne s'appliquera à la Free League. Et après, on se dit que pour les joueurs élite N1, surtout ceux qui ont peu de temps de jeu dans ces deux championnats-là, les clubs peuvent les mettre à disposition. Ensuite, il y a des joueurs qu'on cible qui sont des joueurs qui auraient mis leur pratique en pause, peut-être pour des logiques d'études. Et on se dit que 4 week-ends dans l'année, c'est suffisant pour leur faire reprendre une activité sportive.
Et puis la Free League, c'est un engagement libre. Donc un joueur étranger qui veut prendre part à la compétition peut venir, tout comme un joueur de hockey sur glace qui veut venir tester la Free League peut également venir sans aucun problème. Les objectifs de la commission pour la Free League, d'abord, c'est d'évoluer vers une logique d'organisation événementielle qui soit attrayante pour les jeunes. Ensuite, en termes de communication, que les réseaux sociaux se fassent un écho de cette nouvelle ligue. On va exploiter une nouvelle tendance qui est la gamification, on va en parler juste après. On voudrait aussi profiter de cette nouvelle ligue pour tester de nouvelles règles sportives. Et puis, on se donne l'ambition avec la Free League d'aller occuper une place sur le terrain des formats ouverts à tous, type Sparta Cup ou Narch, où les joueurs peuvent s'inscrire, quelle que soit leur appartenance à un pays ou à un club, et venir jouer une compétition accessible. Alors, la Free League, c'est une inscription qui est mixte et libre. Ce qu'on demande pour s'inscrire, c'est qu'on nous présente une liste de 10 joueurs plus de gardiens, au minimum. Un joueur peut être présent sur une seule liste, donc dans une seule équipe, et la liste, elle doit déclarer un lieu géographique, ce qui va nous permettre de positionner les équipes dans des divisions. Le nom de l'équipe est libre, les pseudos de joueurs sont autorisés et libres. Le joueur peut s'inscrire via son nom, son prénom, mais aussi avec un pseudo. L'inscription, elle est de 15 € par joueur si le joueur est licencié à la fédération et 50 € si le joueur n'est pas licencié, ce qui permet d'inclure une assurance. Les tournois vont se jouer, donc je vous parlais de 4 tournois dans l'année, les 19-20 octobre, le 14-15 décembre, le 8 et 9 février et le 21-22 mars. Là, l'idée, c'est pendant ces 4 tournois, on n'a positionné aucun match N2, N3. Et, et là, ça permet vraiment de se concentrer sur la Free League. On propose aussi une date de finale les 16 et 17 mai. Quand on parlait tout à l'heure de tester les règles, donc effectivement, on voudrait tester deux types de règles, en tout cas deux notions. Le premier, c'est le stationnement derrière la cage. On trouve qu'on voit souvent au roller hockey des joueurs qui vont stationner longtemps derrière la cage, vont sortir pour revenir derrière la cage et restationner. Voire éventuellement, on voit aussi des jeux où l'équipe attaque, revient dans son camp pour restationner derrière sa cage. On trouve que ça induit des pertes de temps de jeu importants. Donc on va limiter ça pour intensifier le jeu. Il y a un autre élément qu'on voudrait mieux réglementer, c'est le jeu de cross à cross. On constate que il y a beaucoup de jeux de cross à cross où finalement le porteur du palais se voit jouer, non pas le palais, mais jouer sa crosse pour déstabiliser son maniement. C'est ce genre de geste qu'on voudrait éviter. Et on voudrait pour ça, on voudrait donc éviter ça pour favoriser le porteur du palais. Ça veut donc dire si on empêche les cross à cross qui sont pas là pour jouer le palais, il faut qu'on permettre aux joueurs de se rapprocher les uns des autres un peu plus pour jouer le palais, et donc de mieux appréhender l'opposition des corps par rapport au cross à cross. Donc tout ce travail-là, à la fois sur le stationnement derrière la cage et sur améliorer l'interprétation du cross à cross, on va l'introduire dans la Free League. Et bien sûr l'introduire avec les arbitres. Il y a une notion d'atout qu'on introduit également dans la Free League. Alors l'atout, il est là dans un objectif de gamification. Donc on va utiliser l'atout pour transformer le cours du jeu, introduire une situation qui est inédite. Et pour l'équipe qui utilise son atout, tenter d'en tirer un profit ou pas. L'équipe, elle a 4 atouts en main au début d'un tournoi. Et elle va pouvoir utiliser ses atouts une seule fois pendant le tournoi. Donc on introduit une dimension qui est à la fois stratégique et tactique, puisque chaque équipe ayant des atouts, et quand elle utilise ses atouts, elle se crée une opportunité avec l'atout, mais en même temps, comme elle a plus l'atout, elle perd une certaine force, une certaine opportunité. Alors peut-être que certaines autres équipes auront plus d'atouts que d'autres en fin de tournoi, et pourront donc les activer pour créer des, euh, des situations qui leur permettront d'en tirer profit. Alors les atouts, c'est quoi? Le premier atout, c'est le 2 contre 2, c'est-à-dire que en utilisant l'atout 2 contre 2, l'équipe va
imposer que les deux équipes jouent à 2 contre 2 pendant 3 minutes de jeu. Chaque but marqué pendant ce mini-match compte, et c'est vraiment un temps de 3 minutes dédié aux 2 contre 2. Le plus 1, c'est un atout qui permet à l'équipe d'ajouter un joueur supplémentaire sur le terrain pendant 1 minute. Pendant 2 minutes, pardon. Alors, le joueur est ajouté. Donc, si les deux équipes étaient à 4 contre 4, ben, une équipe jouera à 5, l'autre à 4. Si une équipe était à 3, l'autre à 4. Si l'équipe à 3 utilise son atout plus 1 et jouera à 4 contre l'autre équipe à 4, etc. Mais à la fin des 2 minutes, on arrête le jeu pour revenir à une situation normale. Donc là, on voit bien cette idée de, avec un atout, introduire un temps qui change un peu le cours du jeu. Le troisième atout, c'est la série de penalty. Donc, au moment de l'utilisation de l'atout, le jeu s'arrête et on crée une session de penalty. Chaque équipe va avoir 2 penalty shoots et chaque but va compter. Et le dernier atout proposé, c'est le plus de minutes. Lui, il s'utilise à la fin des périodes, donc à la fin de la première ou de la seconde période. Il permet de rallonger la période de 2 minutes. Donc voilà pour les atouts. On introduit également la notion de battle social. Donc la battle sociale, c'est la volonté que les réseaux sociaux aient une influence sur le jeu, donc, et permettent à une équipe, pareil, d'en tirer un parti. Donc au début du tournoi, on va associer des émoticônes Facebook à chaque équipe d'un tournoi et poster sur Facebook une photo demandant de voter pour l'équipe en question en taguant son émoticône. À la fin du tournoi, l'équipe qui a le plus de votes, donc dont l'émoticône remonte le plus, elle se verra attribuer un atout pour le tournoi suivant. Ça veut donc, on pense, imposer aux équipes d'introduire la notion de présence sur les réseaux sociaux et principalement Facebook, et d'animer une communauté, que cette communauté puisse réagir au bon moment pour permettre à l'équipe de gagner un atout. Alors, où jouer la Free League? Eh bien, la Free League, elle va se jouer dans les clubs organisateurs des tournois. Il faut que ces clubs soient soucieux de s'engager dans une organisation événementielle innovante. Donc ça, on va le travailler avec les clubs. Le principe, c'est le tournoi dure tout le week-end. On, on va faire venir 6 équipes sur un lieu, donc dans un club. Ces 6 équipes vont toutes se rencontrer. Donc, il y a 5 matchs par équipe et il y a 2 fois 18 minutes par match. Et pendant donc ce tournoi de 6 équipes, on s'attend à ce que le club crée l'événement, et la fédération apportera aussi des éléments événementiels pour concourir à cette formation. Donc, on va rentrer dans une phase aussi de recherche de clubs partenaires et de travailler avec eux pour rendre l'organisation attractive pour eux. L'organisation de la ligue va dépendre bien sûr des clubs inscrits, enfin des équipes inscrites, pardon. Donc une fois que les équipes sont inscrites, on va faire rentrer les équipes dans des divisions ces divisions seront rassemblées dans une ou plusieurs conférences, et on fera jouer les équipes selon leur lieu géographique dans un premier temps. Mais à chaque week-end, on fera des classements par division, par conférence, par ligue, avec un objectif d'arriver quand même à un classement général qui permet de qualifier des finalistes. On détaillera tout ça plus tard, mais le grand principe, c'est que le premier week-end se joue dans les divisions, donc pas trop loin d'où les clubs ont déclaré leur lieu de résidence. Le deuxième et le troisième week-end seront des tournois interdivisions, donc il faudra se déplacer un peu plus. Et le dernier week-end sera plus national, donc avec des déplacements qui seront un peu plus longs. Mais il y a cette idée-là avec la Free League de aussi tenir compte des déplacements et que les déplacements montent crescendo. Alors voilà pour l'intégralité des principes de la Free League. On espère que ça vous plaît. Nos prochaines étapes, c'est définir le package pour les clubs et pour leur organisation. On va aussi ouvrir les inscriptions très rapidement, donc parlez-en autour de vous, partagez cette vidéo, et puis on va aussi finaliser l'écriture des règles, parce que comme vous l'avez compris, on jouera avec les règles de roller hockey, mais on va ajouter quelques nouvelles notions, ce qui impose de créer un règlement particulier pour la Free League, sachant bien évidemment que la Free League, elle est ouverte à tous, et elle est
indépendante des règlements des championnats et des coupes organisées par la fédération. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que le projet Free League vous intéresse. Partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous. C'est important que les joueurs à qui la Free League est proposée puissent avoir connaissance rapidement de cette offre. Commencez aussi à constituer vos listes car nous allons rapidement ouvrir les inscriptions. On espère une trentaine d'équipes pour monter quelque chose de sympa. Faites-nous également vos retours, on est ouvert à ça. On vous dit à bientôt et encore une fois, on vous souhaite une bonne rentrée. Salut!